Avant le dîner des anniversaires de ma belle-sœur, j'y ai échangé la carte dans ma pochette et je n'ai rien dit. Lorsque l'addition de 26 500 € est arrivée, mon mari y a glissé la main en souriant et a trouvé ce que j'y avais caché. Le terminal a émis un bip. Un son dur, plat et inamical qui a fendu les rires, la lumière des lustres en cristal et le parfum de rose blanche du salon privé le plus cher de Paris. Puis, le silence. Et dans ce silence, le visage de mon mari, ce visage que j'y avais aimé, défendu et couvert pendant 7 ans, 3 mois et 11 jours, a fait la chose la plus honnête qu'il ait faite depuis des années. Il s'est décomposé. Il a dit d'essayer encore. Le serveur s'est exécuté. Un autre bip. Plus fort cette fois-ci, ou peut-être que la pièce était devenue assez silencieuse pour qu'on le ressente dans le sternum. Refusé. 26 500 €. 14 invités. Un photographe qui rôdait près du bar. Et une carte bancaire désactivée que j'y avais placée dans ma propre pochette de soirée à 16h30 cet après-midi-là avec les mains les plus fermes que j'y ai jamais eues. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas excusé. Je ne les ai pas sauvés. Pas cette fois. Je m'appelle Camille Laurent. J'y ai 36 ans. Je détiens une participation majoritaire dans une société des immobiliers des entreprises de taille intermédiaire appelée Saint-Honoré Immobilier, que mon défunt beau-père, Robert, a bâti sur 20 ans et que j'y ai aidé à redresser après sa mort. Je ne suis pas un naturel dramatique. Je suis organisé, précisé, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, profondément et pathologiquement allergique au conflit. C'est d'ailleurs ce qui m'a mené ici. Mais je dois revenir en arrière, car on n'arrive pas à un tel moment sans avoir suivi un long chemin pour y parvenir, et cette route a été plus longue, plus laide et plus silencieuse qu'elle n'aurait dû l'être. J'y ai rencontré Antoine Laurent lors d'un gala de charité en 2016. J'y avais 30 ans, il en avait 32. Il possédait ce genre de charme qui vous fait vous demander plus tard si le charme n'était pas son seul atout. Il était drôle, chaleureux, il touchait le creux de mon dos avec une sincérité apparente. Nous sommes sortis ensemble pendant 18 mois, nous nous sommes fiancés, mariés lors d'une petite cérémonie dans le Luberon, et nous avons emménagé dans l'appartement que je possédais entièrement à Neuilly-sur-Seine. Un superbe appartement haussmannien que j'y avais acheté avec mon salaire d'avocate des affaires 3 ans après avoir passé le barreau, détenu dans une fiducie séparée et protégé par un contrat de mariage en séparation de biens que mon père avait exigé avec la férocité tranquille d'un homme qui faisait plus confiance au béton qu'au sentiment. Antoine avait dit que le contrat de mariage ne lui posait aucun problème. Antoine disait que beaucoup de choses ne posaient aucun problème. J'y ai rencontré sa sœur Sophie à Noël, cette première année. Elle avait 34 ans, elle était belle de cette manière polie et étudiée, et elle dirigeait une boutique appelée Laurent et AMP, Cachemire à Saint-Germain-des-Prés, qui vendait des blazers triés sur le volet, des bougies hors de prix, et dont l'identité de marque reposait presque entièrement sur son charisme personnel. Elle m'a fait la bise sur les 2 joues et m'a dit que j'y étais exactement la femme qu'elle espérait pour Antoine. J'y ai cru que c'était un compliment. Ce fut ma première erreur. La deuxième est survenue 6 semaines plus tard, la veille de Noël, dans la cuisine de ma belle-mère. J'y arrosais un chapon et Sophie était appuyée contre le plan de travail, me demandant si je pouvais juste lui avancer 4 000 € jusqu'en janvier parce qu'elle avait fait des folies au bon marché. Pas pour le travail, disait-elle en riant, me touchant le bras comme si nous étions de vieilles amies. En famille. Quand j'y ai hésité, elle n'a pas insisté. Elle a juste laissé le mot famille flotter dans l'air comme un parfum. J'y en ai parlé à Antoine dans le lit ce soir-là. Il s'est retourné, déjà à moitié endormi. Elle te remboursera après le nouvel an, et même si elle ne le fait pas, c'est ma sœur. Elle ne m'a jamais remboursé. La deuxième année, c'était des billets d'avion pour Saint-Barth parce que sa carte avait été bloquée. La troisième année, un acompte pour un fournisseur de la boutique à cause d'un retard de paiement d'un client. La quatrième année, un décalage temporaire de trésorerie. Ces mots, pas les miens. La cinquième année, Antoine a discrètement utilisé ma prime annuelle pour couvrir le découvert d'un bail que Sophie avait signé pour un local commercial plus grand. Après que je les ai fait asseoir tous les deux pour leur montrer, ligne par ligne, pourquoi les chiffres ne tenaient pas la route. Elle a juste besoin d'une impulsion, m'a-t-il dit depuis le siège passager pendant que je serrais le volant assez fort pour faire craquer le cuir. Tu ne comprends pas l'image de marque comme elle. Je comprenais les mathématiques. Je comprenais les flux de trésorerie. Je comprenais l'expression particulière que prenait Sophie quand je payais pour quelque chose dont elle avait déjà décidé qu'elle y avait droit. Pas de la gratitude, exactement.
Plutôt de la satisfaction. Comme un chat qui trouve une porte laissée entr'ouverte. Le plus dur, ce n'a jamais été Sophie. Les gens comme Sophie annoncent la couleur très tôt si on veut bien les voir. Le plus dur, c'est été Antoine. Parce que chaque capitulation arrivait emballée dans le langage de l'amour. Juste cette fois, mon amour. Elle a beaucoup de pression. Tu sais comment elle est. Ne m'oblige pas à choisir entre ma femme et ma famille. Cette dernière phrase était sa préférée. Il ne la prononçait que lorsqu'il avait déjà fait son choix, alors je restais silencieuse. Je me disais que c'était de la patience. Je me disais que c'était de la gentillesse. Je me disais qu'être facile à vivre, être utile, être la femme que personne ne pourrait qualifier de difficile, c'était une forme de grâce. En réalité, je finançais mon propre effacement et j'y appelais ça de l'amour. Le mardi où tout a basculé a commencé avant le lever du soleil. 6h14, le café refroidissait sur l'îlot central, Antoine était encore sous la douche. Mon ordinateur portable était ouvert sur le tableau de bord trimestriel de Saint-Honoré Immobilier, que je consultais tous les matins car les bons chiffres ne se maintiennent pas tout seuls. J'y ai failli supprimer l'email. L'objet était générique, mise à jour de la documentation des garanties, le genre de message automatique que les banques envoient lorsqu'elles renomment un portail ou mettent à jour une politique. Mais j'y ai reconnu le suffixe du compte dans l'aperçu du texte. Le compte des investissements de la famille Laurent. Je l'ai ouvert. J'y ai lu les fichiers joints une première fois. Puis une deuxième. Puis une troisième fois, plus lentement, parce que mon cerveau refusait de croire ce que mes yeux lui montraient. Antoine avait signé une garantie personnelle en faveur de la Banque Nord-Parisienne pour un prêt des expansions de 1,2 million d'euros destiné à l'entreprise de Sophie. Dans l'annexe des garanties se trouvaient deux éléments. Le premier, son bloc des actions héritées de Saint-Honoré Immobilier. Le second, une page de consentement du conjoint portant ma signature. Ma signature. Pas une approximation, pas un gribouillis fait à la va-vite. Une copie propre et exercée de ma véritable signature, récupérée sur un document légitime et collée sur un document que je n'avais jamais vu. Je me souviens du bruit que faisait le réfrigérateur à ce moment-là, ce bourdonnement mécanique sourd à l'autre bout de la cuisine. Je me souviens du goût amer du café. Je me souviens que ma première pensée n'a pas été la fureur, mais la lucidité. Cela m'en a dit plus que n'importe quoi sur la gravité de la situation. Je n'étais pas sous le choc, je reconnaissais quelque chose. Une part de moi vivait déjà depuis longtemps avec l'éventualité de cette trahison. J'y avais juste refusé de la nommer, car les choses nommées exigent d'agir. Antoine est descendu en s'essuyant les cheveux, pieds nus, séduisant. Il a embrassé ma tempe, s'est dirigé vers le frigo, m'a demandé si je voulais des œufs. J'y ai tourné l'ordinateur vers lui. Que est-ce que c'est ? Il a baissé les yeux. Pendant une seconde, peut-être moins, la vérité a traversé son visage sans aucune défense. Puis il a remis son masque. Pourquoi tu fouilles dans ce compte ? Je l'ai fixé. Tu as falsifié ma signature. Ce n'est pas une falsification. Son ton a changé avant même que la phrase ne soit terminée, devenant sur la défensive, irrité, presque blasé, comme si la véritable offense était que j'y ai interrompu sa matinée avec des faits. C'était une question de timing. La banque avait besoin que le dossier soit renvoyé rapidement. C'est sécurisé. C'est temporaire. Bernard est déjà au courant qu'il pourrait y avoir un examen des nantissements sur les actions. Bernard est déjà au courant. Bernard Dupont était notre directeur financier, et ce depuis 11 ans, depuis que Robert l'avait embauché. Il avait 62 ans, les cheveux argentés, et une précision frôlant la sévérité. Bernard n'était jamais au courant des choses par hasard. S'il savait quelque chose, c'est que des documents avaient circulé. Des échéances existaient. Cela était en cours. Depuis combien de temps ? Ai-je demandé. Antoine a posé le lait sur le plan de travail et a soupiré. Camille, s'il te plaît, ne me prends pas sur ce ton des audiences dans ma propre cuisine. Voilà. Ce pivotement instinctif. Mon inquiétude devenait le problème au lieu de son crime. Depuis combien de temps ? Il a passé une main dans ses cheveux mouillés. Quelques semaines. Quelques semaines. Plusieurs semaines où mon nom était rattaché à un prêt de 1,2 million d'euros que je n'avais jamais approuvé, engageant des actifs que je codétenais, et il m'avait demandé si je voulais des œufs. Tu as deux options, ai-je dit calmement.
Soit tu m'expliques tout ça tout de suite, soit je passe des coups de fil avant midi. Il a croisé les bras. Tu te comportes comme si j'y avais volé quelque chose. La phrase est restée suspendue en LR. Je l'ai regardé pendant un long moment. Cet homme que j'y avais défendu devant mes amis, mes psys, et moi-même. Cet homme dont le charme avait toujours tant ressemblé à de la bonté, jusqu'à ce que l'argent s'en mêle. C'est le cas, ai-je répondu. Il a ricané et est parti travailler. Je suis resté assise à l'îlot central pendant encore 4 minutes. Puis j'y ai pris mon téléphone et j'y ai appelé la seule personne en qui j'y avais confiance pour me dire la vérité sans l'édulcorer. Bernard était déjà dans la salle de conférence financière de Saint-Honoré quand je suis arrivé. Veste enlevée, manches retroussées, ordinateur ouvert à côté d'une pile de documents alignés avec une précision chirurgicale. Il a levé les yeux à la seconde où j'y ai passé le pas de la porte. Vous l'avez vu. Ce n'était pas une question. J'y ai fermé la porte vitrée. Vous saviez. Il a enlevé ses lunettes et les a posées soigneusement sur la table. Je savais qu'il y avait eu une demande de nantissement impliquant les actions des Antoine et qu'un examen des garanties externes avait commencé. Je ne savais pas qu'il avait soumis un consentement du conjoint avec votre signature jusqu'à ce que la conformité m'envoie le dossier par coursier à 5h40 ce matin. Il a fait une pause. Je venais dans votre bureau dès votre arrivée. Cela comptait. Dans une semaine où j'y allais découvrir jusqu'où mon mari pouvait s'abaisser, l'honnêteté me faisait l'effet d'une rampe à laquelle me raccrocher. Je me suis assise en face de lui. Dites-moi exactement à quel point c'est grave. Bernard n'a pas bronché. Réparable, mais sérieux. Il m'a tout exposé. Le pacte des actionnaires de Robert Laurent, celui qu'il avait rédigé avant de mourir avec le soin particulier d'un homme qui comprenait que la famille et l'argent forment un mélange dangereux, était intentionnellement strict. Aucun bloc de droit de vote hérité ne pouvait être nanti à un prêteur externe sans une divulgation au conseil des administrations, un examen juridique et le consentement écrit de tout conjoint dont les actifs ou la signature apparaissaient dans le dossier de transaction. Si cela se produisait malgré tout sans ces garanties, Saint-Honoré avait le droit de forcer le rachat des actions. Si l'entreprise refusait d'exercer ce droit, un acheteur interne approuvé pouvait intervenir. Un acheteur interne approuvé, ai-je répété. Bernard a croisé mon regard. Vous. 3 heures plus tard, j'y étais assise face à maître Élise Mercier au 31e étage des une tour de la Défense, la regardant annoter mon mariage avec un stylo plume. Élise Mercier, avocate. 15 ans de spécialisation dans les litiges familiaux de grande fortune et les risques des entreprises. Le genre des avocates qui n'élève jamais la voix parce qu'elle a découvert très tôt dans sa carrière que les faits énoncés doucement frappent plus fort que les faits criés. Elle avait examiné le consentement falsifié, le tableau des garanties, 7 ans des historiques de compte et mon contrat de mariage avant de lever les yeux. Que voulez-vous sauver? A-t-elle demandé. C'était une question d'une telle précision que j'y en ai pleuré. Pas de façon dramatique. Juste une trahison silencieuse de mon propre visage. Les larmes ont coulé avant même que j'y ai décidé que j'y avais le droit d'en avoir. Élise a rapproché la boîte de mouchoirs sans faire de commentaire. L'entreprise, ai-je dit. Ma responsabilité financière. Mon appartement. Ma santé mentale. Et le mariage? J'y ai baissé les yeux sur la signature falsifiée. Je crois qu'il a déjà répondu à cette question pour moi. À partir de là, tout s'est enchaîné. Pas par magie. Je veux être clair là-dessus. Il n'y avait rien de cinématographique dans les 10 jours qui ont suivi, juste du travail. Un travail méthodique, peu glamour, et nécessaire. Élise a notifié à la banque que le consentement du conjoint était contesté, ce qui a déclenché un examen immédiat. Bernard a alerté la présidente du conseil des administrations, Valérie Chastel, une femme qui connaissait Robert Laurent depuis 20 ans et qui possédait la patience particulière de quelqu'un qui a vu l'incompétence masculine se déguiser en gestion familiale une fois de trop. Le service de conformité a ouvert une enquête interne. Un cabinet des avocats externes a été mandaté. Mon salaire et mes dividendes ont été redirigés vers un nouveau compte personnel au nom d'une SCI que Élise m'avait aidé à créer des années plus tôt pour protéger mon patrimoine, et dont je n'avais jamais eu réellement besoin, jusqu'à présent. J'y ai retiré à Antoine son statut de mandataire sur tous les comptes liés à mes revenus. J'y ai fermé l'ancienne carte noire liée à notre ligne de crédit discrétionnaire conjointe. J'y ai gelé le compte de réserve du foyer en attendant l'analyse de séparation. J'y ai changé les codes des accès de mes appareils et du système de sécurité de la maison.
Puis, je suis rentré chez moi tous les soirs et j'y ai fait comme si de rien n'était. C'était la partie la plus étrange. Antoine a dû sentir que quelque chose changeait en moi, mais comme il confondait systématiquement le silence avec la faiblesse, il a complètement mal interprété mon mutisme. Il pensait qu'il s'en tirait à bon compte. Il pensait que mon calme signifiait un délai, et qu'un délai avait toujours fini par signifier un pardon éventuel. Il m'embrassait sur la joue, me demandait si je voulais des sushis, se plaignait du niveau de stress de Sophie, comme s'il était la partie épuisée de l'histoire. Une fois que la boutique se sera stabilisée, a-t-il dit un soir, caché derrière la télécommande, je pense vraiment que tout cela sera payant. Pas une seule fois il ne s'est excusé pour la signature falsifiée. Pas une seule fois il n'a prononcé mon nom avec de la honte dans la voix. La réunion du conseil des administrations a eu lieu le vendredi. Bernard et moi avons d'abord présenté le bilan opérationnel trimestriel, car le travail ne fait pas de pause pour s'accommoder d'un chagrin des amours, puis le service juridique est entré. Antoine n'était pas invité. Valérie a passé en revue la violation du pacte des actionnaires et a demandé si je souhaitais exercer personnellement l'option des achats internes. Oui, ai-je répondu. Elle a hoché la tête une fois. Que le procès-verbal indique que Madame Laurent a choisi d'acheter le bloc via la holding Laurent Mercier, sous réserve de la note de clôture du conseiller juridique externe et de l'avis du prêteur. Le vote a été adopté à l'unanimité. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais surtout fatiguée, une fatigue qui s'insinuait jusque dans mes os. Il n'y a rien de glorieux à devoir se protéger de ceux qui auraient dû vous protéger en premier. Lundi, Élise avait rédigé les documents de séparation. Mardi, la banque avait émis un avis de défaut de paiement à l'entreprise de Sophie. Garantie non autorisée, fausse déclaration connexe, consentement contesté. Mercredi, le financement du transfert des actions était en marche. Jeudi après-midi, la finalisation du dossier de clôture était programmée. Jeudi soir, c'était le dîner des anniversaires de Sophie. Bien sûr que ça elle était. Elle préparait ce dîner depuis 3 mois comme un monument public à sa propre gloire, le 5e anniversaire de Laurent et AMP, Cachemire. Elle avait réservé le salon privé du Saint-Claude, le restaurant le plus en vue du 8e arrondissement. Elle avait commandé des magnums qu'elle n'avait pas les moyens de payer. Elle avait fait imprimer des menus personnalisés avec son logo en relief doré. Elle avait prévu qu'une pièce montée en forme de flacon de parfum soit amenée après le dessert. Et elle avait appelé Antoine pour lui dire de ne pas me stresser avec les détails. Parce qu'elle allait présenter l'addition, le véritable étui en cuir contenant la véritable note de 26 500 €, comme une véritable performance, avec un photographe, avec un toast, devant un parterre des investisseurs et de contacts mondains qui la regarderaient. Elle m'a envoyé un texto à midi, ne sois pas en retard, le photographe prendra des photos volées du moment du paiement. Antoine était en train de nouer sa cravate dans le miroir de la salle de bain quand il a dit, prends la carte noire, des accords. Elle avait réservé l'accord mets et vin grand cru. Pas, est-ce qu'on peut se le permettre? Pas, est-ce que ça te va? Pas, je suis désolé qu'elle continue à faire ça. Juste, prends la carte noire. Comme si mon rôle dans sa famille avait été gravé quelque part sur le livret de famille entre épouse et témoin, la femme qui paie quand les choses deviennent embarrassantes. J'y ai regardé son reflet. Bien sûr, ai-je dit. À 16h30 cet après-midi-là, dans notre dressing, portant une robe en soie et une seule boucle des oreilles, j'y ai ouvert ma pochette. J'y ai retiré la nouvelle carte liée à mon compte personnel et je l'ai mise dans le compartiment secret à fermeture éclair et un autre sac que je ne prendrai pas ce soir-là. Puis j'y ai placé l'ancienne carte noire, celle qui était inactive depuis la fermeture du compte commun, dans la fente principale où Antoine glissait toujours la main sans regarder. J'y ai vérifié mon reflet une dernière fois, j'y ai ajusté mes boucles des oreilles, et j'y ai senti une assurance si absolue et s'installer en moi qu'elle en était presque glaciale. Tu ne vas pas les sauver de ça. Le salon privé du Saint-Claude était aménagé comme un meeting politique pour un mensonge hors de prix. Des roses blanches, la lumière des bougies, des marque-places personnalisées, une pyramide de coupes de champagne près du bar, une longue étagère en miroir exposant des bouteilles que Sophie n'aurait jamais pu s'offrir seule. Les gens se faisaient la bise. Les manteaux disparaissaient. Les serveurs se déplaçaient comme dans une chorégraphie. Sophie a virevolté vers nous en soie crème, laissant dans son sillage un nuage de parfum. La voilà. A-t-elle chanté en me touchant le bras. Très femme des affaires et très chic. Parfait. Puis elle s'est tournée vers Antoine et lui a fait la bise sur les 2 joues. Tu as bien eu mon texto pour le moment du paiement, n'est-ce pas?
Bien sûr, a-t-il répondu. Bien. Un sourire. Ne me déçois pas. Elle l'avait dit sur le ton de la plaisanterie, mais pas totalement. C'était toujours ça le truc avec Sophie. La vérité cachée dans la blague comme une lame dans un bouquet. Le dîner s'est déroulé plat après plat. Crudo, homard poché au beurre, côte de bœuf maturée, un accord mets et vin assez agressif pour ressembler à un commentaire social. À un moment donné, un investisseur de l'autre côté de la table a demandé à quel point j'y étais impliqué dans les affaires de la famille, et avant que je puisse répondre, Sophie l'a coupé. Oh, Camille, c'est la fille sérieuse. Elle s'occupe de faire tourner la machine pendant que le reste des entre nous profite de la vie. Tout le monde a ri poliment. J'y ai souri. Les femmes sont entraînées très jeunes à mettre les autres à l'aise pendant qu'elles se font rabaisser en public. Plus tard, Sophie a tendu le bras à travers la table, a serré le poignet d'Antoine et a dit « Tu as toujours compris ma valeur. » Toujours. L'intimité de ce geste n'était pas affectueuse. C'était plus vieux que ça. Plus corrosif. Toute une vie où il avait traité les désirs de sa sœur comme sacrés et les limites des autres comme négociables. Puis vint le dessert. Puis le photographe s'est rapproché. Puis Sophie s'est levée de sa chaise. Elle a levé sa coupe et a souri à la salle de la manière dont certaines femmes sourient au miroir, déjà satisfaites de ce qu'elles supposent que tout le monde doit voir. À la famille, a-t-elle dit. À la loyauté. Aux personnes qui répondent présent. Et à mon frère, qui comprend que quand on aime quelqu'un, on ne fait pas les choses à moitié. Elle a levé le menton vers le porte-addition en cuir posé à côté de l'assiette d'Antoine. 26 500 €, a-t-elle annoncé. Assez fort pour la table des à côté. Allez, frérot. Montre à tout le monde à quel point tu es même. Quelqu'un a murmuré iconique dans son souffle. Les épaules d'Antoine se sont redressées. Cette fierté juvénile et empressée qu'il trouvait toujours quand Sophie le mettait en scène. Il a attrapé ma pochette, et mon cœur s'est mis à battre la chamade. Pas parce que j'y étais surprise, car je ne l'étais pas. Il a ouvert la pochette, a glissé la main à l'intérieur, a sorti la carte, elle a tendu au serveur, et a adressé à Sophie un sourire suffisant, presque charmeur. Joyeux anniversaire, So. Le terminal s'est allumé. Le serveur a inséré la carte. Un bip a retenti. Puis un autre. La machine a émis un bip aigu et hostile. Tout le monde l'a entendu. Essayez encore, a dit Antoine. Un autre bip. Refusé. Le mot est tombé sur la table comme un couteau posé à plat entre les assiettes. Le sourire de Sophie a d'abord tressailli, puis s'est effacé. Ne fais pas le coup de faire semblant que la machine est en panne, a-t-elle dit, avec un petit rire nerveux. Paix, c'est tout. Le serveur a jeté un regard à Antoine, Polymé pris au piège. Monsieur, il est indiqué que la carte est inactive. Inactive. Pas refusée pour manque de fonds. Pas bloquée pour fraude. Inactive. Antoine a plissé les yeux vers la carte comme si les chiffres allaient se réarranger par loyauté. Puis il m'a enfin regardé. Camille. Trop vite. Que est-ce qui se passe? J'y ai croisé les mains sur mes genoux. La rougeur avait grimpé le long de son cou, au-dessus de son col. Il gardait son sourire sur son visage, mais il me regardait. Je le regardais. Le sourire n'était là que pour la salle. De près, ses yeux étaient paniqués. De l'autre côté de la table, Sophie s'est reculée et a croisé les jambes, croyant encore, même maintenant, que cette histoire se terminerait comme elle s'était toujours terminée, avec moi payant la note et Antoine arrangeant les choses. Elle est devenue bizarre ces derniers temps, a dit Sophie, assez fort pour que 6 personnes l'entendent. Depuis qu'elle gagne vraiment de l'argent, elle agit comme si chaque événement familial était un audit. Pendant des années, cette phrase m'aurait brûlé de l'intérieur. Calculée pour que toute défense paraisse dénuée d'humour, pour vous humilier, puis vous accuser de surréagir si vous osez broncher. Veux-tu que j'y explique pourquoi le compte a été fermé? Ai-je demandé. Personne n'a répondu. Le mois dernier, ai-je dit, Antoine a nanti des actions héritées de Saint-Honoré et un compte des investissements matrimonial en garantie pour le prêt des expansions de ta boutique. L'expression de Sophie a changé. Pas de la surprise. De la reconnaissance. Ce qui racontait sa propre histoire. Je me suis tourné vers Antoine. Il a également soumis une page de consentement du conjoint avec ma signature falsifiée.
Le silence qui a suivi était si total que je pouvais entendre les glaçons fondre dans un verre à 3 chaises de là. Sophie s'est reprise la première. C'est une façon tellement manipulatrice de présenter les choses. Il s'occupait de la paperasse. Tout le monde savait que tu serais d'accord. Tu savais, ai-je dit. Elle a croisé les bras. Je savais que Antoine m'aidait. Tu savais que ma signature figurait sur des documents que je n'avais jamais vus. Sa bouche s'est ouverte. Puis fermée. Antoine est intervenu. Il intervenait toujours quand Sophie risquait de devoir répondre de ses actes. Ça suffit. Nous ne discutons pas des affaires de l'entreprise dans un restaurant. Cet argument aurait plus de poids, ai-je répondu, si tu n'avais pas choisi ce même restaurant pour mettre en scène un paiement public avec mon argent. Son visage s'est durci. C'est entre nous. Non. Ça a cessé d'être entre nous quand tu as associé mon nom à une fraude. Ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que c'est la vérité? Parce que tu essaies de m'humilier. Une phrase tellement typique d'Antoine. Pas, je suis désolé. Pas, je n'aurais pas dû le faire. Pour lui, le public était toujours la pire partie de n'importe quelle conséquence. J'y ai jeté un coup d'œil au serveur, qui se tenait toujours là, le terminal à 2 mains. Pourriez-vous nous accorder une minute? Il avait l'air d'un homme à qui l'on venait d'offrir une bouteille d'oxygène. Antoine s'est penché en avant, la voix basse, contrôlée. Que est-ce que tu veux? Le voilà. Que est-ce que tu veux? Pas, de quoi as-tu besoin? Ni que est-ce que j'y ai fait? Ou comment puis-je réparer ça? Comme si la responsabilité était un produit de luxe déraisonnable que je pourrais exiger sur un coup de tête. Je voulais un mari qui n'utilise pas ma signature comme un double des clés, ai-je dit. Je ne voulais pas me réveiller avec un dossier bancaire et m'annonçant que mon nom avait été utilisé pour garantir un prêt que je n'ai jamais approuvé. Je ne voulais pas passer 7 ans à nettoyer des désastres financiers pendant que tu me traitais de fille difficile à chaque fois que je demandais des reçus. Je voulais une vacance, un voyage, un dîner, une urgence, où l'on n'attendait pas de moi que je serve de fonds de réserve personnelle. Peux-tu baisser la voix? A-t-il dit. Non. Il m'a dévisagé, comme s'il n'avait jamais entendu ce mot sortir de ma bouche auparavant. Très bien, a-t-il dit entre ses dents serrées. Que est-ce que c'est, alors? Une punition? Non, c'est une limite. Tu n'as juste pas l'habitude d'en entendre une de ma part. Sophie a lâché un petit rire cassant. Une limite. On dirait ces femmes dans les podcasts qui se font larguer et qui commencent à utiliser des mots comme alignement et estime de soi. Quelques personnes au bout de la table ont bougé sur leur siège. Je vais les regarder. Ta boutique est en défaut de paiement. La température dans la pièce a semblé chuter. Les lèvres de Sophie se sont entr'ouvertes. Quoi? La banque a émis une mise en demeure hier parce que le dossier de garantie comprenait un consentement du conjoint contesté et un nantissement des actions interdits. Ton prêt est en défaut technique. Maître Mercier en a envoyé des copies cet après-midi. Maître Mercier? Les couleurs d'Antoine se sont estompées. Ton avocate? Oui. J'y ai soutenu son regard. Mon avocate. C'est une chose étrange que de regarder un homme réaliser, publiquement, que sa femme a cessé de supposer qu'ils sont dans le même camp. On peut voir les calculs se refaire derrière ses yeux. Tous les vieux leviers soudainement inutiles. Le charme ne suffira pas à gagner du temps et n'aidera pas. La colère pourrait, mais seulement si l'autre personne se soucie encore de rester. Tu as engagé une avocate spécialisée en divorce avant de m'en parler? Je t'ai parlé le matin où j'y ai trouvé la signature falsifiée, ai-je répondu. Tu m'as dit de ne pas utiliser mon ton des audiences dans ta cuisine. Il a fermé la bouche. J'y ai attrapé mon téléphone. J'y ai ouvert le fil de discussion avec Bernard Dupont. J'y ai tapé une seule ligne, merci de confirmer la clôture maintenant. Sa réponse est arrivée presque immédiatement, je vous appelle. J'y ai appuyé sur accepter. J'y ai mis le téléphone sur haut-parleur. La voix de Bernard a envahi la pièce comme une règle posée à plat sur le chaos. Camille, nous avons clôturé. Virement confirmé à 20h41. La contre-signature du conseil des administrations est enregistrée. La holding Laurent Mercier possède désormais le bloc des actions rachetées d'Antoine Laurent. Le service juridique a terminé les envois pour les notifications associées. Félicitations.
Sophie fixait le téléphone comme s'il s'était mis à parler latin. Antoine avait l'air de s'être vidé de tout son sang par une blessure qu'il ne trouvait pas. Quelle clôture? A-t-il dit d'une voix rauque. Le rachat forcé que tu as déclenché quand tu as nanti tes actions sans autorisation, ai-je répondu. Est l'option des achats internes que j'y ai exercée après examen juridique. Celle que Bernard et le conseil des administrations ont finalisée ce soir. Tu as acheté mes actions? J'y ai protégé l'entreprise de tes décisions. Tu ne peux pas juste, elle ne peut pas. Les documents étaient légaux, examinés et exécutés conformément au pacte des actionnaires que votre père a signé et que vous avez ignoré, a déclaré Bernard par le haut-parleur, aussi calme que lors d'une plaidoirie. Il y a des moments où l'humiliation se transforme en compréhension sous vos yeux. Vous pouvez voir l'ego combattre les faits, les réécrire par instinct, puis échouer parce que les faits sont trop bien construits. Antoine s'est enfoncé dans sa chaise. Sophie a murmuré, c'est une histoire des argents? Tu as fait tout ça pour de l'argent? Je les regarder avec une sorte de stupéfaction fatiguée. Non, ai-je dit. J'y ai fait ça parce que vous n'arrêtiez pas de confondre le libre accès à mon portefeuille avec de l'amour. Personne n'a parlé. Bernard s'est raclé la gorge doucement. Camille, Élise et l'huissier de justice devraient arriver dès une minute à l'autre. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, merci Bernard. Je suis désolé qu'on en soit arrivé là. Moi aussi. J'y ai raccroché. Depuis le pas de la porte, la voix d'une femme a retenti, Madame Laurent? Toutes les têtes se sont tournées. Maître Élise Mercier se tenait là, dans un tailleur gris anthracite, un porte-document en cuir sous un bras, flanqué d'un huissier de justice assermenté et de l'un de ses collaborateurs. Elle avait l'air d'être l'incarnation de l'ordre ayant appris à porter un stylo plume. Elle a traversé la pièce sans se presser. Bonsoir, a-t-elle dit, avec juste assez de chaleur pour me rappeler que je n'étais pas seul. Puis elle s'est tournée vers l'assemblée avec la clarté particulière de quelqu'un qui a déjà eu à annoncer de mauvaises nouvelles dans des endroits luxueux. J'y ai la note de clôture exécutée, la requête en divorce et les dossiers de mise en demeure. Sophie a poussé un petit cri étranglé. Tu as fait venir ton avocate à un dîner? Élise lui a jeté un regard. Vous avez fait un spectacle public d'une exploitation privée. Le décor était déjà planté. Elle a tendu une enveloppe scellée à Antoine. Il ne l'a pas prise tout de suite. L'huissier s'est avancé. Monsieur Laurent, vous êtes officiellement assigné. Une deuxième enveloppe a été tendue à Sophie. Avis de défaut de paiement du prêteur. Mise en demeure de préserver les stocks et les registres de la SARL Laurent et AMP, Cachemire. Toute tentative de déplacer des actifs après cette signification, a ajouté Élise d'un ton courtois, pourrait engager une responsabilité supplémentaire. Sophie a saisi l'enveloppe. Vous ne pouvez pas faire ça devant tout le monde. Votre entreprise a utilisé des garanties soutenues par un consentement conjoint contesté et un nantissement des actions interdits, a déclaré Élise. La banque a des droits. Ma cliente aussi. J'y aurais dû me sentir triomphante. Au lieu de cela, j'y ai surtout senti mon corps m'appartenir à nouveau après des années à l'avoir loué par morceaux. Antoine m'a regardé par-dessus la table. Tu avais prévu tout ça. Oui. Tu voulais me détruire. J'y ai réfléchi à ça. Vraiment réfléchi. Non, ai-je dit. Je voulais t'empêcher de me détruire. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pas de manière franche. Juste assez pour me laisser voir toutes les anciennes versions de lui. Celui qui était drôle. Celui qui était tendre. L'homme qui m'apportait le café le samedi matin et me massait le dos quand le travail m'empêchait de dormir. Ça aurait été plus facile s'il avait été un méchant de bout en bout. Plus facile et moins vrai. J'y ai merdé, a-t-il dit, la voix brisée. Je sais que j'y ai merdé. Mais ça? Devant tout le monde? Pas la signature falsifiée? Pas les dettes? Pas le vol de ta confiance? Le public. C'était ça qui le blessait le plus. Oui, ai-je dit doucement. Devant tout le monde. Parce que c'est là que tu aimais dépenser ma dignité. Son visage s'est effondré. J'y ai regardé le serveur, toujours debout avec le terminal, piégé dans les décombres de la vie de Jean Riche un jeudi soir. J'y ai ouvert mon téléphone, j'y ai sélectionné la carte liée à mon compte personnel, j'y ai cliqué, j'y ai approuvé le paiement sans contact. Le bip a été doux, net, parfait.
Un petit son a traversé la pièce, pas des applaudissements, plutôt comme l'expiration partagée des étrangers qui venaient d'assister à un verdict. J'y ai plongé la main dans ma pochette, j'y ai sorti l'ancienne carte noire, et je l'ai posée sur le porte-addition en cuir devant Antoine. Ceci, ai-je dit, est la dernière chose morte et m'appartenant que tu essaieras d'utiliser. Puis j'y ai pris mon sac, j'y ai fait un signe de tête à Élise, et j'y ai marché vers la porte. La foule s'est écartée comme on s'écarte face à une certitude. Pas parce que j'y étais bruyante. Pas parce que j'y étais cruelle. Parce que pour une fois, j'y avais l'air d'une femme qui savait exactement où se trouvait la limite, et qui n'avait aucune intention de reculer pour qui que ce soit. Dehors, la nuit parisienne m'accueillit d'un coup. L'air frais, le bourdonnement de la circulation, les légers flashs des phares glissant devant le service de voiturier. Mes mains tremblaient, pas de doute, mais de contre-coup. Élise est sortie derrière moi pendant que le chauffeur ouvrait la porte de la berline. « Vous avez bien géré » a-t-elle dit. J'y ai ri une fois, d'un rire incertain. C'est l'évaluation standard après une signification par huissier? Ça veut dire que vous êtes resté lucide, a-t-elle répondu. La plupart des gens perdent pied quand l'émotion finit par les rattraper. J'y ai regardé en arrière à travers les vitres du restaurant. La lumière dorée. Des silhouettes en mouvement. La soirée des autres qui continuait. Je pensais que je me sentirais plus forte, ai-je dit. Plus spectaculaire. Plus vengée. L'expression des Élise s'est adoucie. Le soulagement a rarement l'air cinématographique. Je suis monté dans la voiture. Sur le chemin du retour, j'y ai regardé la ville défiler. Les immeubles de bureaux. Les néons. Deux femmes riant devant un hôtel, bras dessus bras dessous. La vie ordinaire. Indifférente et intacte. Quand je suis rentré, l'appartement sentait le gardénia et un arrangement floral que j'y avais commandé le dimanche précédent. Un instinct enfoui savait déjà que, quand tout cela serait fini, je voudrais que cet espace redevienne le mien. Le silence à l'intérieur était presque sacré. J'y ai enlevé mes talons, je me suis versé un verre d'eau, je me suis tenu pieds nus dans ma cuisine. Puis j'y ai marché vers la porte reliant l'office à la buanderie et je l'ai ouverte. Les cartons de Sophie étaient empilés exactement là où elle les avait laissés. 13 mois de ses stocks vivant chez moi, gratuitement, pendant que je marchais autour comme si c'était des meubles. Des tricots des automnes, des bougies de Noël, des présentoirs de vitrine, un carton fendu dans un coin, du papier de soie qui débordait comme un drapeau blanc. Je suis resté là un long moment. Puis j'y ai ri. Parce que c'était ça, le résumé de tout mon mariage, n'est-ce pas? Dans des cartons, sur le carrelage de ma buanderie. J'y ai fermé la porte et je suis monté me coucher. 3 mois plus tard, les cartons avaient disparu avant le dimanche. On pouvait enfin circuler dans la pièce. La séparation est devenue une date des audiences, puis un calendrier, puis un ensemble des obligations claires avec des échéances. L'avocat d'Antoine a fait une brève tentative pour contester la demande des occupations de l'appartement, et s'est retiré après que Élise lui a envoyé les annexes du contrat de mariage. Le bail des expansions de Sophie a été annulé. Sa boutique a survécu. Plus petite, plus calme, enfin connectée aux conséquences de ses propres chiffres. Le 3e lundi après le dîner, j'y ai pris la place d'Antoine à la table du conseil des administrations, de façon permanente. Personne n'a fait de discours à ce sujet. Valérie m'a tendu l'ordre du jour révisé et a dit « Commençons ». Et nous avons commencé. Ce soir-là, je suis rentré sous une pluie fine et j'y ai ouvert la porte des entrées avec mes courses calées sur la hanche. Du saumon, des citrons, une bouteille de vin blanc que j'y avais acheté parce que j'y en avais envie, et non parce qu'elle correspondait au goût de quelqu'un d'autre. J'y ai préparé un dîner pour une personne et je l'ai mangé debout à l'îlot central, pieds nus. Plus besoin d'expliquer la forme du silence à qui que ce soit. Plus tard, j'y ai emporté mon verre sur le balcon. Les arbres frissonnaient sous la brise. Quelque part au bout de la rue, un chien a aboyé une fois, puis s'est calmé. Le genre de calme qui ne vous demande rien. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Tu penses vraiment avoir gagné? Je n'avais pas besoin d'un nom. Je n'en avais jamais eu besoin. J'y ai regardé les mots pendant un instant, puis j'y ai tapé exactement une phrase en retour, je pense que j'y ai arrêté de perdre. J'y ai bloqué le numéro avant que les points de suspension puissent apparaître. La pluie a redoublé, douce dès abords, puis régulière. Pour la première fois depuis des années, rien dans ma vie ne me semblait emprunté.
Rien ne semblait en cours de négociation. Rien ne semblait à une dispute d'être confisqué et rebaptisé obligation familiale. Je ne m'en étais pas sorti indemne. Personne n'y arrive jamais vraiment. Il y aurait encore des avocats, de la paperasse, de longs moments de solitude, et le travail administratif humiliant de démêler une vie que l'on croyait autrefois partagée. Il y aurait des histoires racontées sur moi dans des salons où je n'entrerais jamais, froides dans certaines versions, impitoyables dans des autres, dominatrices dans celles écrites par des gens qui trouvent obscène qu'une femme se protège. Qu'ils les écrivent. Je savais ce qui s'était passé sous la lumière dorée de ce restaurant, je savais ce qui s'était passé dans ma cuisine avant l'aube avec de l'encre falsifiée sous mon nom. Je savais ce qui s'était passé chaque fois qu'on m'avait dit de ne pas en faire toute une histoire, de ne pas être difficile, de ne pas ramener ça à l'argent, alors que l'argent était le levier qu'il n'arrêtait pas d'enfoncer dans mes côtes. Et je savais enfin ce que ça faisait de se choisir soi-même, sans s'excuser. C'est ça que personne ne vous dit sur la liberté quand vous avez passé des années à la confondre avec de l'égoïsme. Au début, c'est silencieux. Pas de feu d'artifice, pas de musique de vengeance, pas l'euphorie intense de la fin d'un film. Juste le silence. Un système nerveux apaisé. Une serrure qui ne répond que à votre clé. Une facture payée depuis votre propre compte parce que vous avez choisi de la payer, pas parce que quelqu'un vous a coincé pour prouver votre valeur. Une pièce où l'on peut circuler. Une cuisine qui appartient à la femme qui s'y tient. Une vie qui, après des années passées à être manipulée par des autres, revient enfin entre vos propres mains. Je suis resté sur le balcon jusqu'à ce que la pluie devienne assez fraîche pour me donner la chair de poule sur les bras. Puis je suis rentré, j'y ai fermé la porte à clé, et je n'ai laissé la lumière allumée que là où j'y en avais envie.